Nous avons aujourd'hui l'honneur, le privilège, la chance de recevoir un monsieur qui compte aujourd'hui, qui compte beaucoup dans le catch français. Très peu ne le connaissent pas, mais pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le connaître, vous allez apprendre à en savoir plus. Il s'agit de monsieur Story. Salut Story. 1, 2, 3, oui, je compte pas mal, t'as vu, je peux aller très loin, jusque 10, 11, 12, écoutez, merci à vous, merci. On est déjà dans le thème, c'est parfait, c'est parfait. Voilà, c'est essayer d'aborder, c'est Philippe Chiro qui dit toujours ça, et j'adore cette phrase, ne pas se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement, tu vois, faut toujours qu'il y ait un peu de fun, on parle de catch, à un moment, il faut que ça soit fun, il faut toujours avoir une petite dose d'humour avec soi. Je suis d'accord. Écoute, Story, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Tu es notre grand invité pour cette retour WrestleMania. Alors, avant de commencer et parler avec toi justement de ce grand événement qui ouvrira ses portes dans quelques heures, alors, formalité, j'allais dire quasi administrative. Si tu devais te présenter à nos auditeurs qui n'ont pas peut-être l'occasion de te connaître, qui es-tu, Story ? Qui est Story ? Qui se cache derrière cette belle barbe et cette belle carapace ? Cette belle carapace, cette belle chevelure aussi. Cette belle chevelure, je ne sais pas le dire. J'y tiens, mes cheveux. J'y tiens pas mal. C'est un peu la marque de fabrique depuis très longtemps. Qui est Story ? Aujourd'hui, principalement connu comme youtubeur sur la chaîne C'est ça le catch. Un projet que j'ai monté il y a à peu près 3 ans et demi qui partait juste une idée de partager un peu ma passion pour le catch avec un maximum de personnes, avec d'autres fans de catch. Bien avant ça, ça fait quasiment maintenant 10 ans aussi que je suis actif dans le catch en France. Un petit peu tous les rôles, un petit peu tous les postes. J'ai commencé en tant qu'arbitre, ensuite j'ai été catcheur, j'ai été promoteur. Je suis encore à l'heure actuelle annonceur. Je travaille aussi pas mal à ce qui est écriture des shows, booking, contact avec les catcheurs. Donc un gros pied dans l'activité du catch en France que je défends, que j'essaierai toujours de promouvoir le plus possible. Et s'il faut remonter encore plus en arrière, je suis amoureux du catch depuis mes 5 ans, c'est-à-dire quand j'avais vu, s'il me semble bien, WrestleMania 5. Dans les années 90 sur Canal+, et c'est une passion qui ne m'a jamais quitté. Et qui t'accompagne encore aujourd'hui. Et qui m'accompagne toujours, tout à fait. Exactement. Et donc voilà, donc Story que vous avez l'occasion de retrouver dans pas mal de fédés en France, puisqu'on te retrouve un petit peu partout, aussi sur YouTube, tu l'as très bien dit, et avec nous. Mais juste une question de l'extérieur, après les récents événements qui ont fait beaucoup parler au niveau de la communauté catch en France à West Catch, savoir un petit peu plus comment ça s'était passé pour toi, sans rentrer dans les dessous de la préparation, etc. Mais au final, qu'est-ce que ça a pu t'apporter aujourd'hui au niveau des retours des fans, des gens qui te suivent ? Est-ce qu'ils étaient contents de voir comment ça a pu se peaufiner ? Est-ce qu'ils étaient surpris plus globalement, les retours que tu as pu avoir après cet énorme show qu'on a eu à Plouane il y a 3 semaines maintenant, si je dis pas de bêtises. Écoute, les retours pour West Catch à Plouane ont été particulièrement cool. J'ai eu des retours dans tous les sens. J'ai vu Internet s'agiter. J'ai vu des gens qui se sont retrouvés investis alors qu'ils n'y étaient pas. Tu vois, donc c'est à quel point tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé et on va essayer c'est le gros projet pour l'instant de West Catch, c'est d'essayer de faire un montage vidéo intégral du show et de le diffuser. On va jouer même la carte d'essayer de le diffuser gratuitement. C'est pas encore sûr parce qu'il va falloir trouver la plateforme. Il va falloir pallier, tu vois, au problème des musiques, etc. Est-ce que YouTube va être la bonne plateforme ? Donc il y a plein de choses à étudier. Pour l'instant, le show est toujours en post-production, donc on va essayer de présenter vraiment un très bon show de catch français de A à Z sur les réseaux sociaux. Pour que moi en fait, si tu veux, quand j'ai commencé l'aventure sur YouTube, je sortais justement de l'expérience du catch français où j'avais une promotion, j'avais été promoteur, mais en fait, le problème du catch en France, c'est qu'on est souvent fixé uniquement sur ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, de la petite communauté qui suit le catch français et des fans qui se déplacent. Et dans l'expérience que j'ai menée avec C'est ça le catch, j'ai essayé d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, je me suis vraiment intéressé à ce qui se faisait sur YouTube. J'ai lu énormément de retours
de commentaires sur des vidéos déjà existantes par d'autres youtubeurs, où j'ai pris énormément de commentaires, donc du coup qui se disséminaient par-ci par-là sur les réseaux sociaux, sur ce que les fans de catch en France attendaient de voir. Donc du coup, d'un show de catch en France, il y a un truc qui revient, qui est toujours unanime, c'est d'avoir un contenu, un suivi vidéo pour pouvoir s'investir, même si j'ai pas l'occasion. Je suis fan de catch, j'habite par exemple dans l'est de la France, il y a West Catch dans l'ouest. J'ai pas l'occasion de me déplacer, mais j'ai des images et je peux m'investir pour supporter, tu vois, les superstars françaises qui donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le ring. C'est une meilleure communication, d'avoir plus de visibilité sur le produit en France. Donc ça, c'est un travail sur lequel je bosse, où j'essaie d'apporter ma contribution à côté de tout ce que je fais. C'est pour ça que je vais mourir à 35 ans, parce que vraiment je deviens fou. Mais voilà, après les retours que j'ai eus ont été très très bons, on est hyper content du spectacle de manière générale. Il y a un truc aussi que je voudrais rajouter, c'est voilà, tu as aussi quand les workers se déplacent sur un show de catch où ils vont travailler, donc du coup pour une promotion qui les prend bien en charge, qui leur donne des programmes, tu vois, sur à moyen voire à long terme, avec des histoires, etc. Ils sont tout de suite beaucoup plus investis dans ce qu'ils vont faire que dans des galas où ils vont juste faire en général un match d'exhibition et peu importe les retours, ils ont fait leur match, ils ont pris leur cachet, ils s'en vont. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une fédération qui s'est fait, donc du coup auprès des fans qui suivent le catch français sur les réseaux sociaux et qui se sont déplacés dans la salle. Et il y a également en fait une fédération auprès des catcheurs, c'est-à-dire que voilà, ça bouillonne d'idées, les workers sont hyper contents d'avoir bossé pour West Catch. Et ils sont investis de fou pour les prochains trucs, tu vois, pour pousser encore plus loin. Il y a eu un match de l'échelle qui a été incroyable avec Seth Zavolto, Napoléon et Jack Spain. Dans leur idée, tu vois, c'est de dire ouais, ok, c'est peut-être le meilleur match de catch qu'il y a eu en France cette année. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire mieux, tu vois? Donc c'est cool, c'est une dynamique qui a énormément de positifs à en tirer et tout le monde est en train de se tirer vers le haut, c'est super cool. Et tu penses qu'il y a eu un tournant justement qui a été pris rapidement et puis après oui, il faut qu'on passe Mais est-ce que en 2 mots tu penses que le show de West Catch et puis même celui juste avant de l'APC avec Super Clash 2, est-ce que tu penses qu'il y a eu un réel tournant à ce niveau-là, puisque c'est ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux de par les fans de catch français en tout cas? C'est un peu dur parce que si tu juges uniquement que sur les réseaux sociaux, t'as qu'une partie en fait de la foule grosso modo qui peut se déplacer, t'as qu'une partie, tu vois, des gens qui sont intéressés par le catch en France. Je parlerai pas de tournant, c'est pas à moi de le dire. C'est l'investissement et les gens qui se déplaceront dans les salles de catch en France. Il y a Révolution 10 qui arrive prochainement. J'espère de tout mon cœur, j'espère que Révolution 10 sera au moins tout aussi bien que Plouane, voire meilleur, pour tu vois, que la dynamique elle continue de monter pour toutes les structures en France. Bon, en tout cas, avant Révo 10 de notre ami Pierre Booster Fontaine, il y a un autre show qui est pas 3 fois rien, vous allez voir. Juste WrestleMania, ça devrait parler à pas mal de monde. La WWE se rend du côté de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, dans le Mercedes-Benz Superdome, une enceinte qui peut accueillir jusqu'à 75 000 personnes. On attend, Luc, c'est bien ça, à peu près entre 75 et 77 000 personnes. C'est exactement. En tout cas, selon les derniers chiffres qui ont été annoncés dans les différents rapports. Ouais. Un sold-out prévu, un chez fermé pour ce WrestleMania, Luc, que disent les derniers? Je saurais pas te dire, je veux pas dire de bêtises. J'ai rien vu à ce sujet-là, donc je préfère pas m'avancer. D'accord, super. Story, quand je te dis WrestleMania, tu as commencé à le dire, WrestleMania 5. Aujourd'hui, quand je te dis WrestleMania, qu'est-ce que ce terme t'évoque? C'est la plus grande fête du catch au monde. Ouais. C'est incroyable WrestleMania, moi c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le moment, c'est le rendez-vous annuel à ne pas louper. C'est-à-dire il y a un effet que tu remarques en France, c'est quand tu as le Super Bowl, tu as des gens qui s'intéressent jamais au football américain qui vont s'investir pour le Super Bowl. WrestleMania c'est exactement pareil pour le catch, c'est-à-dire que tu vas attirer bien entendu les fans de catch les plus érudits, les plus investis, etc., qui vont se déplacer, qui vont suivre l'événement, qui vont relayer, qui vont en parler, mais tu vas avoir également toute une masse de personnes qui se disent il y a un événement à voir dans l'année au niveau catch, c'est WrestleMania. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs à noter le seul moment de l'année où l'équipe fait un article sur le catch américain, c'est le lendemain de WrestleMania. C'est la preuve, tu vois, ça reflète justement le côté unique de cet événement, quoi. Et
Toi qui as connu, tu nous le disais en préambule, WrestleMania 5, ça a été ton premier WrestleMania, du moins pour lequel tu as des souvenirs. Oui. J'avais 5 ans. Hein. Ouais, tu avais 5 ans, c'est ça. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours cette magie dans les yeux, malgré l'explosion d'Internet, malgré l'explosion des réseaux sociaux, malgré aussi, peut-être toi, la maturité qui n'est pas la même aujourd'hui que tu as eu quand tu avais 5 ans. Est-ce que tu as toujours cette magie dans les yeux plusieurs WrestleMania, quasiment 30 WrestleMania après, 30 ans après? C'est un peu, tu vois, une évolution de fan de catch, c'est-à-dire quand tu es fan de catch de longue date, tu deviens fan de deux choses dans le catch. Il y a toujours le catch, tu vois, le moment où le show démarre et que voilà le quatrième mur se brise pas et que tu sais la magie du kayfabe fait foi et que tu te retrouves investi. Et tu es aussi fan de catch, tu vas plus loin après dans ta démarche quand tu commences à être fan aussi de tout ce qui va se passer en arrière, sur les coulisses, sur les gossips, sur les politiques. Qui rend le monde du catch encore plus passionnant. Donc oui, cette magie, je l'ai toujours. Et ouais, elle perdure, quoi. J'ai envie d'y croire. C'est très dur aujourd'hui parce que je suis confronté, comme beaucoup d'entre vous, à faire des reviews, des analyses, des pronostics, tout ça. Par moment, tu vois, j'aime aussi ne pas me prendre la tête et me dire, voilà, le show, je vais juste le kiffer, quoi. Ouais. Est-ce que c'est si simple que ça, justement, quand en plus de tout ce que tu viens de dire, quand comme toi on a un pied dans le catch, en l'occurrence en France, avec même si c'est à moindre échelle, les dynamiques, la création, tout ce qui se passe en coulisses, est-ce qu'on arrive malgré tout ça, est-ce que tu arrives à garder alors ouais, c'est cette magie-là, ou en tout cas ce même plaisir, et vraiment à tout couper et à dire ce soir je me prends pas la tête, j'arrête de réfléchir, j'arrête de chercher et je kiffe le show que je suis en train de voir. Quand WrestleMania va commencer, je vais être en live sur ma chaîne YouTube pour justement couvrir l'événement et commenter un petit peu ce qui se passe, tout ça. Mais j'aurai quand même ce recul, tu vois. Il y a une part de moi, je me divise en deux. Il y a une part de moi qui a la magie, une part de moi, tu vois, qui est en train de bosser, qui est en train d'analyser. Mais oui, forcément, la magie, elle reste, tu vois. C'est passionnant. Je reste toujours aussi comme un gamin, tu vois. Parce qu'il faut le vivre comme ça. Le catch aussi, c'est bon, tu vois. C'est la fameuse incrédulité qu'on suspend, il faut la garder, tu vois, et ça c'est hyper important. Aujourd'hui, ce WrestleMania, globalement, qui va ouvrir ses portes dans quelques heures, sur la carte en elle-même, est-ce que c'est une carte que tu juges digne d'un WrestleMania? Attends, je pense que sur le papier, la carte de WrestleMania 34, c'était la réflexion que je me faisais avec Norbert Feuillant. Je pense que c'est la meilleure depuis WrestleMania 26. En termes de match, vraiment, la line-up, elle est extraordinaire pour cette année. Il y a des dream matchs, il y a des nouveautés, voilà, moi je la trouve vraiment hyper cool. Et oui, forcément, t'as combien 13 matchs officiellement annoncés. Oui. On a peut-être un 14e qui va se profiler. Elle est magnifique cette carte de WrestleMania. Sturry, qu'est-ce qu'une bonne carte de WrestleMania? Quels sont les ingrédients qu'il faut pour mettre une bonne carte à WrestleMania? Il faut un peu de tout en fait, c'est-à-dire que tu as besoin d'un équilibre. Enfin, le catch à tout niveau, ça fonctionne vraiment comme un casting. Et WrestleMania, faut qu'il y ait cette part notamment de catch pur, parce que tu as quand même des gens des gros fans, etc., qui vont se déplacer de très loin dans le monde. Il y en a beaucoup qui viennent de France, je les salue d'ailleurs, qui viennent faire du bruit et qui viennent aussi, tu vois, prendre leur grosse claque. Tu vois, par exemple, ces fans-là, ils ont l'incroyable Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. Il faut la part d'entertainment, tu vois, qui va attirer un public nouveau, et ça ils l'ont parfaitement joué avec Ronda Rousey. Il faut que tu vois tu aies un mix d'ingrédients totalement divers et variés pour satisfaire le plus de monde possible. C'est pas juste on va faire du pro wrestling pour faire du pro wrestling. C'est ce qui sépare totalement, par exemple, WrestleMania de Wrestle Kingdom à la New Japan, où là ça va vraiment être un truc purement, tu vois, pour les fans de catch, hardcore, etc., de technique, tu vois, de combat, de grosse psychologie dans le ring. Tandis que WrestleMania, il y a toujours aussi cette part de on fait de l'entertainment, tu vois. Si on doit raconter un truc, même en 10 secondes, on va le raconter en 10 secondes. Si on doit faire venir une star de latéralité, on fait venir une star de latéralité pour attirer un public nouveau, pour que l'événement, il ait, tu vois, un gros impact.
Ouais. Et est-ce que justement dans ce sens-là, on a pu voir ça, alors je me base sur les réseaux sociaux et ce que j'ai pu voir, certains fans qui pouvaient dire que Wrestle Kingdom justement était en passe de devenir un vrai rival pour WrestleMania au niveau de la popularité, de l'attrait. Est-ce que alors justement tu réponds déjà, mais est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord, ou pour toi c'est deux univers différents, deux styles de catch complètement différents et donc pas comparables? Ça reste du catch. Malgré tout, tu vois, tu es obligé d'englober le tout par du catch, c'est-à-dire, de manière générale, et coutumière, c'est deux catcheurs qui sont dans le ring pour raconter une histoire et te créer un suspense, te créer quelque chose, tu vois, une émotion. Ça reste la même chose, ça reste les mêmes codes. Après, New Japan, on sent que leur produit est en train d'évoluer vers l'international. Ils essayent de toucher un public plus large, ils sont en pleine expansion. Par contre, WWE, ils sont intouchables aujourd'hui. Tout dépend de WWE, ils guident le monde. Même si New Japan veut faire le concurrent, ils sont toujours à des années-lumière de WWE, même si j'adore le produit New Japan, que je préfère même de manière générale à celui de WWE. C'est incomparable aujourd'hui. L'effet WrestleMania est incomparable avec celui de Wrestle Kingdom. Est-ce que un bon WrestleMania doit forcément se faire aux États-Unis? Tu vois où je vais en venir? Est-ce qu'on peut imaginer un WrestleMania, par exemple, en Angleterre? D'ailleurs, c'est ce que beaucoup disent. Il faut un WrestleMania en dehors des frontières américaines, au Canada, en Angleterre, voire même peut-être en France. Je ne sais pas si on peut en parler, mais est-ce qu'un bon WrestleMania doit forcément se passer aux États-Unis? Non, parce que la preuve, il y a eu des WrestleMania au Canada qui ont bien marché également. Enfin, quand je pense que tu disais États-Unis, tu pensais de manière générale nord-américain. Même les États-Unis, parce qu'il y a déjà eu des WrestleMania à Toronto. Non, je parlais vraiment aujourd'hui aux États-Unis, vraiment les États-Unis. Je pense que c'est aussi plus simple en termes de logistique pour WWE de faire un WrestleMania sur leur terre, surtout en termes de promotion locale. Maintenant, on sait qu'avec le bureau qui s'est ouvert, donc du coup le bureau WWE, l'antenne qu'il y a en Allemagne, et la volonté, c'est Triple H qui le dit régulièrement en interview, la volonté d'essayer de s'exporter, tu vois, vers l'Europe, cette rumeur par exemple de faire un performance center en Europe, tu vois, tu sens qu'ils ont envie de conquérir ce terrain-là. Je pense pas que ça arrivera en Angleterre. Je pense pas que je sais pas si ça arrivera tout court. Seul le futur nous le dira, mais ça prendra du temps. Peut-être qu'une bonne étape, ce serait de faire un pay-per-view en Angleterre, tu vois, pour démarrer un vrai truc important, genre, je sais pas moi, un Survivor Series, un SummerSlam, avant d'envisager l'étape de faire carrément un WrestleMania pour être sûr de blinder 70 000 personnes. Sturi qui est là, toujours au top, Sturi. Toujours impeccable, ravi d'être en votre compagnie les mecs. Eh bien écoute, ravi de t'avoir avec nous. Et je pense que tu seras un petit peu moins ravi pour le prochain débat, quoique je pense que c'est un débat qui peut t'intéresser. Oui. Alors c'est un débat qui fait fureur depuis maintenant plusieurs années à Zone Radio. Ce débat justement qu'on a avec toutes les équipes, que ce soit au cours de l'Open News, que ce soit au cours des différentes Road to, où on se dit, on est tout le temps déçu. On se dit, mais on sait ce qui va se passer. Les choses sont devenues trop facile à prévoir. Au final, on a un peu de mal à être surpris, on n'est plus surpris. Toutes nos reviews, et je pense que Luc sera d'accord avec moi, sont tout le temps teintées de la même manière. On joue tout le temps la même musique. On se dit, on en a marre, on n'est pas surpris. Nous qui sommes des supporters, des fans de catch un peu smart, on veut être surpris et on ne l'est plus. Et moi, ma question, je me dis, mais est-ce que c'est pas un peu notre faute à nous, les médias? Nous qui allons, que ce soit Direct Wrestling, notre partenaire, ou d'autres médias, allons toujours chercher le poil à gratter, allons toujours chercher l'info avant tout. Est-ce que c'est pas un peu notre faute? Avant d'avoir l'avis de Sturi, Luc, toi d'abord ton avis, puisque justement tu es au cœur de ces médias qui au quotidien relayent les infos, relayent les rumeurs. Alors écoute, on y a beaucoup réfléchi et notamment avec la rédac de Direct Wrestling et c'est vrai que moi pendant un temps, je m'étais vraiment dit qu'on pouvait être au centre de ce problème-là, de cette question-là. Et alors je sais pas si c'est pour me donner bonne conscience, pour éviter le sujet ou je ne sais quelle autre raison, mais en fait j'applique cette politique-là. Je me dis la chose suivante. Je me dis qu'en fait à partir du moment où on propose un contenu, on le propose à des gens qui sont venus aimer la page Facebook, qui consultent régulièrement notre site, donc des personnes qui sont en demande de ce genre d'informations.
C'est peut-être un raisonnement simpliste et peut-être un peu caricatural, mais je le vois comme ça aujourd'hui. Et je me dis qu'en fait, le produit qu'on propose, il est consommé par les personnes qui veulent le consommer. Et on sait très bien aujourd'hui, et Direct Wrestling a été au centre d'assez de polémiques à ce niveau-là, et on a fait les frais, entre guillemets, de ces reproches-là en nous disant vous venez spoiler, vous venez chercher la petite bête, comme tu as pu le dire. Et ça m'a vraiment remis en question, et je me dis, mais en fait, ne tient qu'à la personne qui ne veut pas lire de ne pas lire. Et qu'à partir de ce moment-là, quand certaines personnes ont pu venir nous voir pour nous dire ces choses-là en disant c'est aussi de votre faute, je dis écoute, effectivement on peut le voir comme ça, mais on peut aussi se dire que les personnes qui nous lisent sont des personnes responsables, et donc à partir de ce moment-là ont un libre arbitre, et que si elles nous lisent, c'est qu'elles ont envie de nous lire. Il suffit d'enlever le petit pouce bleu qui est en haut de la page pour ne plus avoir ce genre d'informations, ne plus avoir ce genre de rumeurs, et ne tiennent qu'aux personnes qui veulent le savoir de cliquer. Et qu'à partir de ce moment-là, si tu as cliqué et que tu es déçu, si tu lis ces news-là et que tu te dis du coup maintenant je sais, et n'en tient qu'à toi. Nous on a décidé d'axer notre politique et notre axe de travail à ce niveau-là. C'est un choix qui est critiquable ou pas, ça dépend vraiment du point de vue qu'on en a. Et après, ce qu'on propose à nos lecteurs, eux décident de lire ou pas. Et on voit en fonction de ce qu'on propose, que certains articles vont plus être lus, que d'autres le seront moins. Et à partir de là, nous on se dédouane de ça entre guillemets en disant écoute, si tu l'as cliqué, c'est que tu voulais le lire et donc que tu voulais t'informer. Alors je suis d'accord, mais Luc, excuse-moi, allez, attention, ne mélange pas. Moi, nous entre guillemets médias français, nous ne sommes là que pour relayer des infos qui viennent des États-Unis. Mais moi, mon propos, et je vais interroger justement Stuart là-dessus, moi je pense à des gars comme Dave Meltzer, des gars comme l'Observatoire et autres. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui au final sont un peu les fossoyeurs, parce que avec eux, on est dans le quotidien des catcheurs. Avec eux, ils ont un niveau d'information, et aujourd'hui on voit avec les réseaux sociaux, qui fait qu'on est limite dans les vestiaires à chaque instant avec les catcheurs. Non, mais je vais rejoindre en fait ce qu'a dit Luc sur déjà sur le fait que oui, si vous voulez ne pas être tenu informé, ne pas vous priver, tu vois, de certaines surprises, il suffit tout simplement de vous couper du monde. Parce que mais t'as tout résumé, il faut se couper du monde. Mais oui, mais c'est con aussi, parce que quand t'es fan de catch, notamment en France, t'as envie d'échanger sur ta passion, parce que elle est souvent pointée du doigt par des personnes qui s'y sont pas véritablement intéressés ou qui baignent dans les préjugés concernant le catch. Donc t'as envie, tu vois, de te diriger vers les sites de news, les sites, les forums, les communautés. Enfin, je dis les forums, on est en 2010, qu'est-ce qui t'arrive Non, mais les forums ça existe encore, les forums. Twitter, voilà, Facebook. Et oui, forcément, tu as envie de partager, de parler ça avec des gens, partout en France et partout dans le monde. Et donc, tu te retrouves obligatoirement confronté à la photo de Chris Jericho qui a été prise dans l'aéroport juste avant le gros événement. T'es forcément confronté à ce genre de choses-là. Mais comme je le disais dans la première partie de l'émission, quand tu es fan de catch d'une longue date, tu es fan de ce qui se passe dans le ring, tu vois, quand le quatrième mur n'est pas brisé. Mais ce qui est encore plus passionnant, une fois que tu commences à comprendre les ficelles, c'est de t'intéresser de ce qui se passe très près, de ce qui se passe derrière le quatrième mur. Et le monde est tout aussi passionnant, tu vois, quand tu commences à t'intéresser aux politiques, au backstage, à ces informations, voilà, qui malheureusement sont mal filtrées par WWE. Faut pas rejeter la faute que sur ces médias, faut également la rejeter sur WWE, sur les internes qui filtrent mal ces informations ou qui les distribuent à des Dave Meltzer, à Wrestling Observer et à plein d'autres sites. Voilà. WWE, en plus vous êtes en première ligne, vous avez probablement déjà eu des interviews de catcheurs WWE. En général, elles sont toutes très aseptisées, c'est-à-dire qui tu vas affronter à WrestleMania, je vais affronter Roman Reigns, tu vois, ils vont tous te sortir les mêmes discours, etc. Ouais. S'il y a un mec qui lâche une info, tu vois, tout le monde saute dessus, c'est normal, parce que ça fait partie aussi du jeu et ça fait partie de ce jeu du quatrième mur.
Ouais. Est-ce que tu penses aussi du coup que alors ouais, moi je sais pas trop comment me positionner là-dessus, c'est pour ça que je voudrais savoir aussi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ça appartient aussi à la WWE de s'adapter à cette mouvance qu'il y a eu ces dernières années, c'est même cette grosse décennie de ces sites de news qui ont fleuri un petit peu de partout, et donc de s'adapter à ça pour gérer la politique autrement, faire attention à ce qui sort, faire attention à ce qui sort pas, et on a pu voir aussi dernièrement la WWE s'amuser de ça en lâchant de fausses informations, en lâchant des matchs aux arènes qui allaient accueillir les shows 2 semaines après en disant il va y avoir tel match, donc tous les fans se disaient ah ouais, donc s'il y a tel match ça veut dire que machin il a perdu la ceinture, donc et donc la WWE a pu s'adapter aussi là-dessus. Mais est-ce que tu penses qu'il y a encore une barre à franchir pour préserver cette intimité là, ces secrets là, et donc provoquer la surprise là où on l'attend pas? Mais ils sont capables de provoquer la surprise là où on l'attend pas. Moi, l'année dernière, par exemple, pour WrestleMania 33, j'ai été sur les fesses quand j'ai vu que les Hardy Boys étaient là, quoi. Ah, excuse-moi, Sturi, soyons honnêtes. Alors, Zone Radio est une radio où on dit les choses. Excuse-moi, alors Sturi, je sais que je suis souvent d'accord avec toi, mais alors là, pour le coup, Matt Hardy, alors franchement, les Hardy Boys, moi j'ai le souvenir de Mania qui s'ouvre, on entend Hardy, même les 75 000 qui étaient au Citrus Bowl en Floride, gueuler Hardy. Les 75 000 savaient que les Hardy allaient arriver. Tu peux pas dire que tu étais sur le cul, c'est pas possible. Est-ce qu'ils le savaient ou est-ce qu'ils le voulaient ce soir-là? Parce qu'il y a des rumeurs. Ce soir-là, moi j'ai regardé ça avec mes yeux d'enfant, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Non, franchement. Il n'y avait pas de ce côté, je le savais, je savais qu'ils allaient arriver. Mais moi, je savais absolument pas qu'ils allaient arriver. Je m'y attendais pas. D'ailleurs, je le concevais même pas. Tu vois que les Hardy Boys remettent un pied chez WWE. Ouais. D'accord, donc toi, pas du tout. Et tu vois, c'est étonnant parce que, alors, nous, à Zone Radio, mais c'était quelque chose mais qui était une évidence, mais absolue. Et très franchement, on se disait, mais ils vont revenir. Par contre, c'est vrai qu'on a eu une joie immense. Et moi, j'ai le souvenir, on était avec Jean en train de gueuler, mais putain, réveille Dead. Oui, les artistes sont de retour. C'est vrai qu'on a eu ces gens, mais on s'y attendait. Comme là, cette année, on a des noms qui sortent pour le tag team, pour le potentiel tag team de notre ami Braun. On va pas vous les citer, histoire de potentiellement pas vous spoiler. Mais je trouve que les noms sortent. On n'a pas de vraie surprise, mais depuis longtemps. Je sais pas ce que t'en penses, Luc, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vraie surprise, quoi. Moi, les dernières surprises qu'il y a pu avoir et qui m'ont vraiment marqué, là où je m'attendais pas, par exemple, il y a quelques années, c'est la WWE qui tease le retour de Randy Orton face à Brock Lesnar à SummerSlam. Je m'attendais pas à ce que le match prenne cette tournure-là. Sting qui débarque au Survivor Series, je m'y attendais pas. Goldberg qui expédie le match face à Brock Lesnar, je m'y attendais pas. Le cash-in de Seth Rollins à WrestleMania, je l'attendais. Mais je l'espérais, mais je l'attendais pas. Ces choses-là, oui. Après, là où c'est tronqué, c'est que moi-même, je suis à l'affût de ce genre de news-là pour pouvoir les publier. Donc je sais pas. Story sera peut-être mieux placé que moi à ce niveau-là, parce que moi, je vais chercher la petite bête et c'est moi qui essaie d'aller la dernière information pour pouvoir la publier et du coup que nos lecteurs puissent suivre. Donc voilà. Après, je sais pas ce que Story en pense à ce sujet-là. Ouais. Je vais te donner un exemple très bête, c'est l'arrivée de AJ Styles au Royal Rumble. Tu vois, alors l'arrivée d'AJ Styles au Royal Rumble, on l'a pressenté. J'avais mon pote Flo qui avait été voir la Rev Pro pour le dernier match indépendant d'AJ Styles. Il a affronté Zack Sabre Jr. Et à son arrivée dans le ring, tu avais tous les gens qui chantaient Royal Rumble, Royal Rumble, Royal Rumble. C'était, tu vois, genre c'était l'évidence. Tu vas être au Rumble, etc. Il a donné quelques interviews derrière. Il a démenti, tu vois, il a quand même joué il avait parlé justement de son engagement avec WWE, mais il n'avait pas parlé, tu vois, d'être véritablement présent potentiellement au Royal Rumble. C'était, voilà. Et le fait qu'il arrive en 3, tu vois, 3e au Royal Rumble, qu'il allait rentrer, tu vois, dès le début de match et tout de suite, tu vois, dans le bain et confronter Roman Reigns. Là, pour moi, waouh, tu vois, ça a de l'impact, c'est une grosse surprise. Donc, pour moi, WWE, ils savent continuer, tu vois, à nous émerveiller, à nous faire des surprises. Attends, même des surprises dans le mauvais sens du terme. Jinder Mahal qui pensait que la blague aurait duré aussi longtemps, quoi. Tu vois, ça, c'est tout des petits détails comme ça qui font que moi, j'arrive toujours à m'émerveiller dans le catch, malgré que je sois, au taquet sur les ragots. J'ai mon abonnement à Wrestling Observer. Donc oui, ces informations-là, je les ai toutes.
bien souvent, très très vite, pour l'actualité, mais aussi parce que ça me plaît, tu vois, d'avoir cette vision-là sur le catch. Et je pense aussi que voilà, c'est aussi de la responsabilité de WWE de protéger un maximum d'informations. Tu vois, à l'image de Chris Jericho, quand il apparaît derrière Kenny Omega sur un show New Japan, il a été sorti de l'avion, camouflé, etc. Il n'y a aucune photo de lui qui ont filtré. Avant qu'il soit là, il y avait même quasiment personne dans l'arène qui était au courant, même dans le personnel de New Japan, qu'il était au courant que le mec était là. Ça a fait un impact de fou. C'est super cool. WWE, ils peuvent encore le faire, mais je pense, comme tu le disais tout à l'heure, qu'ils aiment aussi jouer avec ça, jouer avec les sites internet, balancer des fausses rumeurs. Des fois même, il y a des fausses cartes qui sont balancées, donc du coup, aux salles qui vont accueillir les pay-per-view pour Fastlane, ils étaient sur un 5-way et John Cena en observateur, apparemment juste présent, mais pas inclus dans le 5-way. Finalement, on a eu un truc totalement différent, tu vois, pour protéger la victoire de Nakamura au Rumble. Il y a plein de choses comme ça. Ils ont joué énormément. T'as une émission qui est en tapings. Quand SmackDown était en tapings, quand il y avait un changement de titre, ils te l'annonçaient même avant l'émission sur les réseaux sociaux. Tu vois, ils en jouent à fond la caisse, WWE, ils le savent tout ça. Et on le voit même encore aujourd'hui pour NXT où effectivement on le sait. Et là où pour moi il y a encore la WWE sait se saisir de tout ça, c'est que la rivalité entre John Cena et l'Undertaker, on est dimanche soir, on n'a toujours aucune idée de si le match aura lieu, on n'a toujours aucune idée de s'il y aura un face-à-face. Est-ce que ce sera pour un match ce soir? Est-ce que ce sera pour un rendez-vous à SummerSlam? Est-ce que ce sera pour WrestleMania l'année prochaine? Et pourtant pendant les 4 semaines qui ont précédé Mania, à chaque fois qu'on a vu Cena parler de l'Undertaker, à chaque fois on était persuadé que l'Undertaker allait arriver et il s'est jamais pointé. Là pour moi c'est typiquement un bon exemple de comment les officiels de la WWE arrivent à goupiller les choses pour se dire mine de rien, même s'il y a tous ces sites qui existent, même s'il y a toutes ces rumeurs, même s'il y a les fans qui sont présents partout, on arrive à aller vous chercher là où on l'attend pas, et même si on se dit ça va arriver, ça arrive pas, et à défaut de toutes les fois où pendant les différentes Road to sur Zone Radio on a pu dire mais ça c'est trop prévisible. Combien de fois pendant des Road to on a dit ça c'est ce qui va se passer ce soir et au final ça s'est pas passé. Ça n'empêche pas, après on n'aime pas, et ça c'est au jugement propre de chaque fan. Mais oui, pour autant, la surprise peut encore être là, ou la déception. Mais dans les, je pense qu'il y avait ça aussi avec Bryan il y a quelques années. On pensait qu'il allait être champion ce soir-là, puis c'est pas arrivé. Et puis on sait jouer sur la frustration, elle sait jouer sur nos attentes, venir nous décevoir au moment où il faut pour après nous surprendre 2 mois après. Et pour moi, la WWE arrive malgré tout à rester dans cette mouvance-là. Et c'est ce que je trouve aussi intéressant. Voilà. Je confirme totalement tes dires. Est-ce que justement, avec ces réseaux sociaux qui sont en train plus d'exploser qu'autre chose, est-ce que la WWE va pas un peu revoir les règles du jeu sur la manière dont elle va monter ses rivalités, sur la même la manière dont elle va fonctionner en interne? C'est-à-dire, est-ce qu'à terme, on n'aura pas juste un scénariste qui aura tout en tête, tu vois, éviter un maximum de personnes? Est-ce qu'on se dirige pas même vers une révolution de la manière dont on construit des scénarios dans le catch? Story, pardon, excuse-moi. Tu prends l'exemple de WrestleMania 30 avec la défaite du Taker. Apparemment, c'est avéré. Il y avait uniquement Lesnar, l'Undertaker, forcément. Ouais. Paul Heyman, Vince McMahon, qui était au courant. Tout le monde était worké. Tout le monde a été, et ça tu vois c'est un plaisir interne, je peux te dire, parce que en tant que promoteur c'est un truc assez cool. Je pense que c'est un plaisir un peu coupable du grand Manitou qui gère le booking, de worker ne serait-ce pas seulement que le public, mais de savoir worker également les convaincus, c'est-à-dire les workers eux-mêmes. C'est-à-dire si les mecs étaient pas au courant, paf, tu tombes des nues, et si tu dis que tu as réussi à duper l'indupable, c'est-à-dire le professionnel, le mec du milieu, tu vois, le mec qui est dans le truc, tu es capable de faire très très fort. Et apparemment, WrestleMania 30, ça a été un choc pour tout le monde, pour tout le staff WWE, parce que personne s'attendait à ce que le Taker lose sa streak à WrestleMania 30. Donc il y aura toujours, tu vois, une position à Vince McMahon, tu vois, à la tête du rocher, qui va planter ces quelques petites graines pour te créer vraiment un choc, une grosse émotion. Maintenant, qu'il y ait un seul mec qui connaisse tout à chaque fois, tout le temps, je pense que ça, en interne, ça crée quand même un environnement de travail assez particulier, et je pense pas que ça puisse se faire, tu vois. Au moins sur les vas-y Luc, juste, au moins sur les grandes rivalités, c'était surtout ça mon propos. Vas-y Luc.
Alors, Story, justement, tu confiais dans la chronique Derrière le ring, dans laquelle tu as accepté de te confier, et encore, je t'en remercie, qui est sortie tout à l'heure sur Direct Wrestling, et je vous encourage à aller lire parce que c'est vraiment intéressant. Avec plaisir. Lorsque je te posais une question sur comment se passait typiquement une journée de commentateur lors d'un show, tu dis pendant le courant de ta réponse que, je cite, « et aussi surprenant que ça puisse paraître, je refuse de savoir ce qui se passera pendant le show ou la tournure des combats ». Est-ce que c'est justement pour toi, en tant qu'annonceur, garder cette surprise et cette spontanéité, ou est-ce qu'il y a une autre raison à ce choix qui te motive ? Ouais, c'est aussi pour la spontanéité, parce que j'aime bien, si je vais travailler en sachant tout, tu vois, ça me gâche aussi un petit peu mon plaisir. Tu vois, je suis aux premières loges quand je vais commenter un show, notamment à l'APC. Parce que l'exemple que je t'ai donné, c'est vraiment, tu vois, la journée typique pour moi, la journée typique APC où je bosse maintenant principalement. C'est voilà, j'arrive, je veux avoir la carte. S'il y a des choses hyper importantes à savoir dans des points clés en fait, oui, je vais les avoir, ou j'espère en tout cas que le promoteur me les donnera. Mais sinon, tu vois, j'aime bien ne pas savoir ce que je faisais. J'ai travaillé aussi en tant qu'arbitre à l'époque à la Tiger Pro Wrestling, celle qui était menée à l'époque par White Storm, Marc Sebir, qui refusait de communiquer le résultat des matchs aux arbitres. Et j'ai toujours adoré arbitrer sans savoir l'issue d'un match. Ouais. Et aujourd'hui, en tant que promoteur, comment tu ferais? Quelle philosophie tu ferais? Est-ce que tu serais justement ce promoteur qui aime un peu troller même ses propres salariés, ou est-ce que tu dirais non, à un moment donné, on est une équipe, que tout le monde sache les résultats de manière à ce que tout le monde soit le plus organisé possible? Comment tu fonctionnerais? C'est pas en tant que promoteur, mais en tant que booker, parce que là maintenant je suis plus promoteur, et je pense que quand tu es promoteur, en fait, tu dois bien répartir tes tâches, c'est-à-dire il y a un booker qui s'occupe vraiment de la carte spécifique, donc je me mettrais plus dans la peau du booker. Je pense que c'est important de garder, tu vois, le rituel du speech en début de show, tu vois, qu'on s'adresse, tu vois, à tout le personnel qui va être impliqué pour le show, sur le déroulement global. Tu vois, après, si l'arbitre il veut pas savoir comment un match se termine, c'est son problème. Il y a beaucoup d'arbitres aujourd'hui qui ont besoin, tu vois, d'être rassurés sur c'est quoi le finish. Il faut pas que je le foire, tu vois, c'est pour être sûr, tu vois, de bien faire. Ils sont très un peu stressés et aussi perfectionnistes. Donc non, c'est important. Après, si les workers en question, tu vois, si c'est d'un commun accord avec les workers en question, si c'est des trucs qui peuvent être faits, quoi. Plouane, il me semble justement que la fin de Plouane a été faite dans ce sens-là. D'accord. Parce que on le sait, on l'a vu en tout cas au cours de différents shows de la WWE, et par exemple peut-être pour WrestleMania ce soir. Est-ce que tu penses que typiquement un arbitre de la WWE avec l'expérience qui est la tienne et peut-être un regard différent, est-ce que tu penses qu'ils sont forcément au courant de la fin des matchs, puisqu'on a pu voir durant certains shows, on avait l'impression que ça se terminait de manière un peu brouillonne, que l'arbitre il avait tapé 3 fois et qu'il n'aurait pas fallu, ou qu'il a tapé que 2 et qu'il n'aurait pas fallu aussi. Est-ce que tu arrives, avec l'expérience que tu as, toi, à ton niveau, est-ce que c'est des choses que tu arrives à voir aujourd'hui dans le comportement d'un arbitre à la télé, par exemple? Je mange beaucoup de catch indépendant, et je vois beaucoup plus de loupés de la part des arbitres dans le catch indie que chez WWE. Et WWE avait fait un communiqué il y a maintenant quelques années de ça, comme quoi les arbitres n'étaient pas au courant de l'issue des matchs, pour qu'il y ait le plus de crédibilité possible. Maintenant, je pense aussi que dans certains programmes, notamment, tu vois, les programmes qui doivent se terminer par une disqualification parce que le mec, il a donné des coups de poing dans le coin du ring, et que ça arrive, tu vois, hyper rarement, et que tu es toujours choqué en te disant, putain, ils font ça dans tous les matchs, et là, ils disqualifient, tu vois, c'est débile. Oui, pour moi, il y a des éléments où les arbitres sont briefés de A à Z. Maintenant, WWE a raison de communiquer sur le fait que non, comme ça crédibilise un peu plus leurs produits. D'accord. En tout cas, on a pu voir que ce débat, il est très très d'actualité. Il le sera encore d'autant plus parce que je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, les réseaux sociaux seront de plus en plus présents, et c'est vrai que la WWE va devoir peut-être repenser sa stratégie et repenser la manière dont elle communique, que ce soit en interne ou en externe, pour toujours garder ce qui fait la beauté de WrestleMania, c'est-à-dire la surprise. Stury, question habituelle qu'on pose. Donc ce soir, WrestleMania, c'est devant la télé. Est-ce que tu as prévu de recevoir des amis, ou est-ce que c'est un plaisir solitaire? Comme je le disais, en fait, comme j'anime une émission pendant tout le live de WrestleMania,
Donc forcément, on va être à plusieurs. Ah oui. On va être à plusieurs entre potes. On avait déjà fait l'expérience l'année dernière sur la chaîne YouTube C'est ça le catch, de faire WrestleMania et de commenter donc du coup en direct l'action, et puis on en profitait donc du coup pour faire partager voilà nos retours avec des points de vue totalement différents. Donc ouais, c'est hyper cool en fait de le faire maintenant avec des potes. Les autres pay-per-view, ils sont plus en plaisir solitaire parce que c'est plus dur de réunir des gens la nuit de SummerSlam ou autre. WrestleMania, en général, on s'arrange tous pour poser, tu vois, le lundi off. Tu vois, le lundi suivant, il est posé et on profite pleinement du truc. Donc ouais, entre potes, c'est un truc génial. C'est un truc à faire. Et alors, Walid, juste dernière question, parce que je sais qu'il y a l'ingé son qui gueule derrière. Rapidement, par pure curiosité, Story, le match que tu attends le plus ce soir, c'est lequel ? Le match que j'attends le plus... là, elle est dure celle-là. Je pense, oui, je suis comme beaucoup, j'attends beaucoup la décision de l'Undertaker face à John Cena, et je suis très impatient du retour de Daniel Bryan dans le ring. Excellente réponse, je dirais. Voilà. Eh ben voilà. Ben écoute, Sturi, on te souhaite un excellent show. Peut-être rappeler peut-être à nos auditeurs donc la chaîne YouTube où est-ce qu'on aura l'occasion de t'écouter ce soir en direct. Ouais, bien sûr, sur C'est ça le catch pour le 3CFM live. On prendra déjà dans un premier temps la parole à partir de 20h lors du super kick-off. On va faire la preview de l'événement avec Norbert Feuillant et Rabbi Mentor. Et à partir de 23h, pendant le kick-off jusqu'à la fin de la nuit, on sera en direct, en réaction live. Eh ben écoute, là c'est même bientôt, donc on va te laisser filer, te préparer. Ouais, ça marche. Te faire beau pour justement pour cet énorme before avec Norbert que tu salueras de notre part. Là c'est tout de suite. Quant à nous, vous en avez l'habitude, on va se rafraîchir, petite mi-temps pour nous, et on se retrouve pour cette grande soirée, ce grand before WrestleMania. Ne bougez pas, la retour va arriver très vite. À plus, ciao.